Vous êtes aujourd'hui président du Saint-Goff. Vous avez suivi les affaires de responsabilité médicale. En tant que président aujourd'hui, vous avez des relations avec les pouvoirs publics, les représentants de l'État, ceux de l'assurance maladie. Pensez-vous qu'ils soient bien disposés à traiter le sujet qui nous occupe aujourd'hui? Non, je dois répondre par la négative à votre question. Les administrations qui sont en charge de ce qui pourrait être la solution n'ont jusqu'à présent, depuis que je connais le dossier, jamais été vraiment enclins à le résoudre. Les derniers changements au ministère n'ont pas montré que les choses seraient vraiment différentes. Depuis l'arrivée de M. Véran, le ministère n'a absolument pas donné signe de vie et notre dernière analyse est de faire connaître réellement les drames qui se jouent à l'ensemble de la population. Notre stratégie va être qu'il faut que ce soit les patientes qui s'en saisissent et que cela devienne le problème du ministère. On a vu dans un passé récent que cela faisait bouger les choses. Vous venez de dire que votre combat en faveur de ces médecins privés d'assurance et menacés de ruine est d'un intérêt collectif. Pour quelle raison? Certes, les médecins sont ruinés, mais il y a aussi à la clé, si rien ne change, des familles qui ne toucheront pas les sommes qui leur permettraient de faire face aux dépenses sur ces enfants handicapés. Et là, c'est toute la population qui est exposée à ce risque-là. On a l'impression qu'il ne faudrait pas grand-chose pour le résoudre. Et on ne comprend pas pourquoi il y a ce blocage. Il y a là un enjeu pour le ministère qui est celui de protéger les assureurs qui financent énormément de choses dans le monde de la santé. Et si on résout ce problème-là, eh bien, cela va faire pour les assureurs un argument de moins pour gérer comme ils l'entendent les primes d'assurance qui, malgré la création du fonds, qui aurait dû les rassurer, ne cessent d'augmenter. Ce fonds n'est financé que par les praticiens libéraux. Y a-t-il encore des réticences ou des résistances concernant cette petite contribution que tous les praticiens libéraux doivent verser au fonds pour couvrir les médecins du risque de ruine? Il n'y a pas d'obstacle parce que la cotisation est réellement minime, mais d'avoir élargi cette assiette de cotisation permet réellement la couverture des dommages qu'aujourd'hui, le fonds n'a pas du tout commencé à payer. Il s'agit donc, dans notre monde en France très socialisé et mutualisé, d'une attitude qui est bien admise par les praticiens libéraux qui, quelle que soit leur profession, savent qu'ils peuvent leur arriver un coup dur et que de ce côté-là, on n'a pas eu du tout de remarques et d'opposition de la part des autres professions. Le fonds financé par l'ensemble des praticiens libéraux fait ce que les assureurs sont incapables de faire, c'est-à-dire vous assurer pour la totalité du risque. Et c'est peut-être cette démonstration que les assureurs ont du mal à supporter, puisque eux-mêmes n'ont jamais proposé une garantie totale des risques auxquels vous êtes exposés. Tout à fait. Les assureurs nous expliquent que c'est inassurable. Ils ne savent pas assurer ce dont ils ne voient pas la fin. Et donc, ce n'est plus leur rôle, ce n'est pas leur métier, ils ne savent pas faire. Et ça, ils l'ont obtenu dans la reconnaissance des plafonds. Ce fonds a eu secondairement un autre objet, qui est celui de couvrir les médecins s'il advenait que des assureurs n'arrivaient plus à remplir leur objet. Ce sont les médecins qui vont payer deux fois, à la fois pour le risque que eux font courir par leur pratique, mais aussi pour le risque des assureurs qui ne veulent plus les assurer ou dans le cas où ils ne pourraient plus le faire. Et il y a là quelque chose de terrible. On nous explique qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre à la charge du fonds la couverture de notre douzaine de confrères qui aujourd'hui sont menacés de ruine, car cela mettrait en péril la nature du fonds, mais on n'a pas hésité
à mettre à la charge du fonds l'éventuelle disparition de certains assureurs dont la couverture viendrait à être prise en défaut. Il y a des fédérations hospitalières, privées, publiques. Quelle est l'attitude de ces fédérations quant aux problèmes que rencontrent les praticiens qui travaillent chez eux? On ne peut pas dire qu'ils l'ignorent. Ou alors il aurait fallu qu'ils soient sourds, parce que je crois que le syndicat a de nombreuses reprises bien fait connaître la situation. Les directions d'établissement restent, ne l'oublions pas, souvent des adversaires en cas d'affaires, car dans une affaire devant les tribunaux civils, il est exceptionnel que les établissements ne soient pas appelés aussi, et donc il y a là une méfiance réciproque. Sur ce site, il est question de prévention des risques, d'assurance des risques, et un argument a été donné par les pouvoirs publics pour réduire le nombre de maternités, c'était celui de la sécurité. Cela a conduit à la suppression de beaucoup de petites maternités. Est-ce que le raisonnement suivi par les pouvoirs publics était sincère? Ce n'est pas arbitrairement qu'on a fermé des maternités, c'est qu'on ne pouvait plus les faire tourner parce qu'on manquait de médecins. Pour fonctionner 24 heures sur 24, il faut beaucoup de monde. La concentration des sites, en fait, est devenue une nécessité. Pourquoi on a manqué de médecins? Là, par contre, la responsabilité des gouvernements est très, très importante, car on a arrêté de former les gynécologues obstétriciens en nombre suffisant. Depuis la libération, nous avions 2 filières qui nous a permis d'avoir des gynéco-obstétriciens en grand nombre, y compris dans les petites villes, dans les sous-préfectures, pour tenir autant de maternités. Probablement, pour faire des économies, on a arrêté la double filière. On a maintenu une filière aux normes européennes, mais dont on n'a pas augmenté le numerus clausus. Il y a moins de 1000 accoucheurs libéraux en France aujourd'hui en exercice. Est-ce que les jeunes médecins brillamment reçus à l'internat ont renoncé à faire de l'obstétrique par peur du risque médico-légal? Quand on regarde le choix des internes, les gynécologues obstétriciens ne sont pas dans les tout premiers choix, très très loin même, ils sont dans le dernier quart. Et les conditions de travail, la responsabilité individuelle fait partie de ces choix-là. Aujourd'hui, ce sont des métiers beaucoup plus tranquilles qui sont choisis par les plus brillants d'entre nous. Et pourtant, on fait le plus beau métier du monde, mais ceux qui en font aujourd'hui le choix, souvent restent à l'hôpital public où ils n'ont pas le même poids médico-légal. Aujourd'hui, 80% des naissances ont lieu à l'hôpital public, 20% ont lieu dans les établissements privés, mais ça diminue année après année. Aujourd'hui, 1/3 des départements français n'ont plus de maternité privée. Il y a aujourd'hui un vrai choix pour les patientes dans les grandes métropoles où elles peuvent trouver des établissements privés et des hôpitaux publics qui fonctionnent bien, mais de plus en plus, sortis de ces grandes métropoles, le choix n'existe plus. C'est l'hôpital public qui s'impose comme seul acteur. Ce même hôpital public est aujourd'hui en difficulté, grande difficulté pour recruter des médecins, parce que ce que j'ai décrit pour les hôpitaux privés existe pour les hôpitaux publics. Nous n'avons plus suffisamment de médecins et donc on fait venir des médecins de partout et pas toujours avec la même rigueur de formation et d'état d'esprit que nous avons. Et cela n'est pas sans poser problème pour les patients. Quelles sont les relations aujourd'hui entre les praticiens médecins que vous êtes avec les sages-femmes? On ne peut pas bien travailler si on ne s'entend pas bien ensemble. On ne fait pas le même métier. On s'occupe des mêmes patientes à des niveaux différents. Et la démographie des sages-femmes est vraiment inverse de celle des gynécologues accoucheurs. Il y a aujourd'hui plus de 26 000 sages-femmes qui travaillent en France. On est moins de 1000 accoucheurs. Les gynécologues sont les seuls à pouvoir s'occuper des patientes quand un problème se pose. Quand il faut s'occuper de nombreuses heures d'une patiente en travail,
eh bien, il y a besoin d'une personne à ses côtés. Et pour ça, on a besoin de nombreuses sages-femmes. Quand il y a des problèmes qui surviennent, on a besoin des bons médecins au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est certainement un des modèles de développement pour les années qui viennent. Il va falloir que ce soit à l'hôpital public comme dans les établissements privés que l'on trouve une articulation meilleure parce que derrière, les patientes demandent à être suivies avec la même rigueur, mais avec beaucoup moins de médicalisation. Et ça, nous devons les entendre. Bien souvent, quand les obstétriciens prennent une position, on les accuse d'ignorer les sentiments réels des femmes. Ce grief ne peut pas être fait, si j'ai bien compris, à la majorité des obstétriciens de France qui sont des femmes elles-mêmes. C'est un argument qui peut-être aurait porté il y a 20-30 ans, mais aujourd'hui ne porte absolument plus. Majoritairement, nous avons aujourd'hui plus de femmes qui sont gynécologues obstétriciens que d'hommes. Et dans les jeunes générations, la proportion atteint 80%. Merci de cette Je vous en prie.